Barrez-vous d'ici, mais pas encore. Moi c'est Cyril, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de 5 livres de cinéma que j'apprécie énormément, 5 beaux livres de cinéma, 5 livres que je vous conseille. 5 livres pas forcément faciles à trouver, des livres qui sont des fois épuisés, des fois c'est de l'import. En tout cas 5 livres que je trouve très intéressants. Mais avant de parler de ces livres, je voulais déjà vous remercier pour les accueils sur la chaîne. J'ai lancé ça il y a une semaine. Je vous ai fait l'annonce la semaine dernière du coup, voilà quoi. Et vous avez été très nombreux, plus de 400 je crois, à rejoindre la chaîne en une semaine, ce qui est beaucoup à mon niveau, et je vous remercie énormément de l'avoir fait. Si jamais vous regardez cette vidéo sans être abonné, n'hésitez pas, ça fait très, très youtubeur, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En tout cas, ça vous permettra d'être au courant de ce que je fais. Je vais essayer de tenir à peu près une vidéo par semaine. Je vais aussi essayer de parler doucement, car ça m'a été beaucoup remarqué, mais vous inquiétez pas, à mon âge, je suis habitué à ce qu'on fasse la remarque sur ma diction extrêmement rapide, donc je vais essayer de faire gaffe à ça. C'est très bien pour moi aussi, c'est un exercice d'apprendre à parler distinctement à un public, c'est pas mal finalement, c'est une bonne chose. Je voulais remercier Régis et Maxime qui, à leur façon, m'ont beaucoup aidé. Régis pour la partie éclairage, je pense que c'est un peu mieux cette semaine que la semaine dernière, et je pense que ce sera encore mieux de vidéo en vidéo. Et Maxime qui m'aide pour la charte graphique, c'est lui qui a fait le petit générique que vous voyez Barrez-vous d'ici, qui a fait les miniatures que vous voyez normalement à partir de maintenant sur la chaîne, et qui m'aide un peu, voilà, il est habitué au monde de l'audiovisuel, tout comme Régis d'ailleurs. Régis qui est un des co-créateurs de Nanarland, avec qui j'ai la chance de faire cette nuit, la nuit Nanarland, tous les ans au Grand Rex. Donc voilà, je tenais à remercier donc Maxime et Régis, et vous remercier vous aussi d'avoir été aussi nombreux du coup à rejoindre cette chaîne pour cette première semaine. J'ai eu le temps moi de réfléchir aussi un petit peu à ce que je voulais faire un peu, l'orienter. J'ai essayé de réfléchir comment dire, mais qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que je... Voilà, et en fait ce que j'ai commencé à faire l'année dernière, c'était des unboxings, en gros recevoir de l'étranger du matériel, en l'occurrence des consoles de jeux vidéo japonaises ou des jeux, et de vous les présenter en expliquant un peu l'histoire de chaque chose. Et en fait, je vis dans un appartement avec beaucoup de choses, une collection que j'ai accumulée sur plus de 15 ans, voilà, donc je me suis dit, tiens, en fait, mais mon appartement, c'est un unboxing géant, donc l'idée, ça va être de vous montrer à chaque vidéo, peut-être 5 vinyles, 5 livres, une console, la déballer, vous expliquer comment elle est faite. Voilà, c'est le prétexte de montrer un objet, de parler d'un objet culturel, de parler d'un film, d'un jeu, via le prisme de l'objet. Donc ça va être un peu, je pense, pour commencer ma chaîne. J'ai de quoi tenir avec ce que j'ai une bonne année avec une vidéo par semaine, ça j'ai pas de souci. On verra à la fin de l'année ce qu'il en est, ce que j'ai réussi à faire et tout. Voilà, j'ai d'autres idées encore, mais voilà, pour le moment ça va être, je pense, un peu le prisme, c'est de parler de culture, à la fois rétro gaming et cinéma, via le prisme d'objets, de beaux livres, de belles éditions, de consoles de jeux vidéo un peu rares, d'accessoires exotiques. Voilà. Donc là, le principe de cette vidéo, ça va être de vous montrer donc les 5 livres, de parler à chaque fois un peu de l'histoire du livre, de l'auteur, et après de vous montrer via un autre axe de caméra des belles pages, vous montrer un peu comment est agencé le livre, comment se présente l'ouvrage, et de vous donner envie de peut-être vous-même l'acquérir et de le posséder. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le premier livre. Pour commencer, donc voici un énorme livre. Quand je dis énorme, c'est qu'il est vraiment, il est vraiment fat. Un énorme livre sur le film Shin Godzilla, un film de Hideki Yano et donc de Shinji Higuchi. Un film qui me tient particulièrement à cœur. J'ai eu l'occasion de le projeter en première française lors du PIF en 2007, je crois, si je ne me trompe pas, ou 2017, je ne sais plus. Tout est un peu flou dans ma tête. Mais bref, c'est un film que j'ai eu l'occasion de projeter en première française dans un de mes festivals, que j'ai pu repasser d'ailleurs plusieurs années plus tard à un autre festival à Lyon qui s'appelle Hallucination Collective. Donc c'est un film que j'aime beaucoup. Et ça, c'est un énorme en fait artbook avec dedans le script original en japonais. Donc sûr, tout le livre est en japonais, hein, il n'est pas sorti en France, un ouvrage importé qui pèse bien son poids. Je ne sais pas combien ça pèse, mais ça va peut-être peser 20 kilos, mais c'est une belle bête quoi. Et voilà, l'idée c'est de vous montrer tout de suite un petit peu ce qu'il y a là-dedans, avant d'attaquer donc la découverte du livre, voilà, de parler que c'est un film assez pointu. Il faut savoir, Hideki Yano, une sorte de geek un peu important au Japon, il a créé le studio de Gainax, il a fait des séries comme Nadia le secret de l'eau bleue, Gunbuster, Otaku no Video, et surtout la plus connue Evangelion. Et voilà, il a donc réalisé conjointement avec Shinji Higuchi. Alors Shinji Higuchi, on le connaissait comme étant le responsable des effets spéciaux de la trilogie Gamera, qui avait un peu relancé le kaiju moderne. Vous avez Godzilla chez la Toho, et Gamera, c'est son équivalent chez la Toei. Et donc voilà, donc ils avaient un peu dynamisé la mise en scène, l'éclairage et tout du kaiju. Et donc c'est tout naturellement que quand Hideki Yano a voulu relancer, il a voulu relancer plusieurs franchises en fait de science-fiction japonaise. Il a relancé donc la Shin Godzilla, plus récemment Shin Ultraman, qui était d'ailleurs
projeté au pif, et il a prévu de faire, et c'est fini, le film sera montré cette année, Shin Kamen Rider, qui est une autre série de science-fiction japonaise assez connue. Et donc voilà, quand il a voulu remettre à jour, Shin veut dire nouveau, il a voulu remettre à jour la franchise Godzilla, ben, il s'est rapproché de Shinji Higuchi. Et donc ce livre-là montre à la fois la partie, on va dire, pré-production, donc tout ce qu'ils ont fait en amont, la partie production, donc vous allez voir des photos de tournage et tout, puis après la post-production, tout ce qui est effets spéciaux et montage. Donc voilà, je vous propose d'aller voir tout de suite ce qu'il en est directement sur le livre. Donc là, le bouquin sur Shin Godzilla, donc c'est un livre qui est rangé dans une boîte en carton. Vous avez donc un aspect toilé, comme on appelle ça, il y a un effet tissu. Hop. Et dedans, vous avez deux parties. Vous avez l'artbook à proprement parler sur Shin Godzilla. Et ici, vous avez le script, comme je vous disais dans l'introduction. Le script, je vais arriver à le sortir. Voilà, donc vous avez l'emballage ici. Donc ça, le script en soi, bon, c'est comme ça. Vous avez, autant dire que pour nous, on n'a pas vraiment d'intérêt. Donc si vous parlez japonais, c'est magnifique, je pense. Mais pour moi et pour, je pense, 80% des gens qui regardent cette chaîne, ça n'aura pas spécialement d'intérêt. Et vous avez ici la bête, l'artbook sur Shin Godzilla, avec dedans des croquis, enfin une sorte d'affiche, voilà, comme ça. Et comme ça, plus une seconde affiche. Je pense que c'est des illustrations faites par des auteurs. Vous avez cette belle affiche comme ça et tout ici, au format avec derrière cette super illustration de Evangelion et Godzilla. Là, vous reconnaissez la map. Si vous avez vu le film, vous devez reconnaître normalement cet aspect-là. Et voilà, donc vous avez au début tout ce qui est pré-production, c'est-à-dire les concept art, donc les dessins qui ont servi à créer l'univers de Shin Godzilla. Beaucoup de belles choses. Dans une seconde partie, vous avez les premiers essais, les modelages, justement les maquettes. Parce que même si le film est en CGI, il y a beaucoup de maquettes qui ont servi pour le scan et tout. Après derrière, voilà, vous avez quand même des belles choses ici, quoi. Des notes de production, donc ça en soi, c'est pas très important. Par contre, là, on arrive dans la pré-production, donc la création. Là, ils ont fait des recherches de lieux. Donc, vous avez tous les recherches de lieux. Voilà. Vous avez une partie du storyboard. Très intéressant à observer. Des conceptions, des premières conceptions 3D. Vous avez l'intégration, des tests d'intégration, par exemple. C'était belle prévise. On voit même les séquences de bureaux que tous ceux qui aiment Shin Godzilla doivent connaître. Voilà, elles sont là. Hop. Des prévises pour montrer comment pourrait intégrer le monstre dans le film. Vous avez la création des premiers décors, avec un soin maniaque apporté au sens du détail sur les objets, les différentes fournitures. J'adore parce que c'est tellement important dans le film, et ceux qui n'ont pas vu le film ne peuvent pas comprendre, mais il y a un détail de fou apporté justement aux différentes accessoires qui font les bureaux. Vous avez ici voilà, pas mal de décors et tout. On voit les scènes de destruction. Encore des bureaux, beaucoup de bureaux. On voit les séquences de l'armée justement quand ils s'organisent. Quand même un peu de fond vert quand même, mais vous avez là tous les plans des bureaux. Des concept art sur... c'est magnifique sur Shin Godzilla. Encore des plans de bureaux. Des concept art. Là, c'est juste pour ça, le bouquin méritait d'être acheté. C'est les cadastres des plans pour les bureaux, pour indiquer où se trouvent les photocopieurs, où se trouvent les personnes et tout. Voilà, c'est du ce qu'on appelle la bureaucratie porn. C'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est juste pour ça. Voilà, pour tout ça, ce livre valait le coup. Après, il y a toute la partie donc où ils vont filmer le film. Donc bon, il y a beaucoup de photos de plateau. Voilà, on peut voir du décor, des essais avec des fonds bleus justement, de destruction. Vous avez les miniatures qui sont faites avec les mini bâtiments et tout. Voilà, ça c'est génial de voir ça, quoi. Les tests de destruction, les mini photocopieurs, parce qu'il en faut. Voilà.
Voilà, encore des bureaux, parce que les bureaux se font détruire. Après, on a des vues de caméra qui montrent les bureaux se faire détruire, des essais d'explosion, des essais avec le monstre. Voilà, des essais de rendu 3D autour de Godzilla, la bouche, l'intégration 3D, les différents véhicules. Il faut savoir que Hideaki Anno est un fanat de technologie, donc vous avez tout plein d'essais sur les véhicules. Je pense qu'ils ont dû passer beaucoup de temps. On montre la destruction avant-après. C'est dingue, quoi. C'est vraiment dingue. Il y a aussi tout ce qui est les idées, enfin tout ce qui est les fausses marques et tout. Il y a plein de choses comme ça qui sont des essais typographiques et tout. Voilà. Et ça, c'est la queue du Godzilla à la fin qu'on voit un plan très rapide. Et on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de choses qui ont été faites en design dessus, quoi. Donc voilà, encore des artworks, les Nerf qui est le logo de l'entreprise dans Evangelion et tout. Voilà, encore des passages d'Evangelion et tout. Voilà, un super ouvrage. Deuxième livre de cette sélection, un livre consacré à une saga très importante, la saga Mad Max. Vous avez ici peut-être l'œuvre d'une vie, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Son auteur, Melvin Z, est un passionné de la trilogie, enfin quadrilogie maintenant, Mad Max. Il a beaucoup voyagé en Australie, il a rencontré énormément de personnes qui ont été à différents stades de la création des films importants, des fois même des gens qui ne sont pas les plus connus, mais qui peuvent peut-être raconter l'histoire du film, des films, via un prisme différent. Ça, c'est le premier volume, c'est consacré à Mad Max 1, c'est déjà un beau bébé, il est sorti chez Rififi Éditions, et en fait, on attend beaucoup, le second tome qui doit sortir normalement cette année, on espère, sur Mad Max 2, puis après un troisième sur Mad Max 3, et peut-être on espère que Melvin aura envie de faire quelque chose sur Mad Max Fury Road, mais de son avis, il vaut mieux attendre un peu plus longtemps parce que pour que les langues se délient, pour qu'il y ait des choses à raconter, voilà, c'est mieux d'attendre plusieurs années, ce qui est le cas sur les premiers Mad Max, il y a du recul, donc les gens peuvent parler, on a un peu de recul sur pas mal de choses sur le film. D'ailleurs, je vous conseille, si vous avez l'occasion, de vous procurer le documentaire qu'a fait Melvin sur un gars un peu foufou, qui vit en Australie, qui a quitté son Angleterre natale pour partir avec sa famille en Australie, pour aller sur les terres d'où ont été tournés les Mad Max et essayer de récupérer un maximum d'artefacts, de morceaux de tournage du film. Il a créé un musée là-bas, le musée Mad Max. Et en fait, le documentaire suit ce personnage, mais raconte surtout jusqu'à où la passion peut vous amener par rapport à un film. C'est passionnant, ça s'appelle Archaeologists of the Wasteland. On l'avait passé d'ailleurs au pif, hein, je fais encore de la promo. Mais voilà, et donc Melvin Z, c'est un gars passionné, passionnant. Son bouquin, c'est une petite merveille. On attend vraiment beaucoup les autres volumes. Et on va regarder ça tout de suite en images. Donc voici le livre de Melvin. Donc voici le sommaire du bouquin, histoire que vous voyez un petit peu par où on va voyager pendant cette petite visite du livre. D'abord, il y a la partie George Miller et Byron Kennedy, qui sont les producteurs en fait du premier Mad Max, et qui du coup, on va voir tout leur historique avant de créer Mad Max, pourquoi ils en sont venus à faire ça. Toute la pré-production, donc la production, pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est tout ce qui est avant le tournage. En gros, c'est le repérage des décors, les concept art, faire le casting, enfin tout ce qui va se passer avant qu'on tourne réellement. Après, il y a le tournage. Donc, le tournage, c'est quand on filme les acteurs, qu'on fait tout le film, on le fabrique. La post-production, c'est tout ce qui se passe après, c'est-à-dire le montage, ajouter la musique, la colorimétrie, enfin, c'est toute la partie où on va fabriquer le film avec tout ce qu'on a filmé. Et l'exploitation, c'est quand c'est diffusé dans les salles de France, du monde entier, voilà, c'est l'exploitation. Après, il y a différentes parties. Typiquement, il y a une énorme partie analyse. Melvin, justement, analyse beaucoup de choses sur le bouquin. Et à la fin, il y a les annexes avec beaucoup d'iconographie, mais ça, on le verra après. Donc, pour la partie Miller-Kennedy, il y a vraiment pas mal d'images d'archives. Et en fait, Melvin raconte bien leur rencontre. Enfin, c'est vraiment des années de compulsion de documents, d'interviews, d'informations, et il arrive à vraiment rendre ça passionnant. On voit là, ça c'est les premiers courts-métrages faits par Byron et Miller, du coup, enfin Byron Kennedy et George Miller. Donc là, pareil, des images des films et tout. Je sais qu'il m'avait parlé à l'époque de Violence in Cinema Part 1, qui apparemment est le proto Mad Max. C'est vraiment, il y a tout Mad Max là-dedans. Ensuite arrive la partie pré-production. Il y a tout un laïus sur les différents cascadeurs qui sévissaient à l'époque en Australie. Il faut savoir qu'il y a tout un mouvement qu'on a appelé plus tard la Ausploitation, tout un mouvement contestataire de films
un peu rentre-dedans qui ont été faits en Australie à cette époque-là. Là, The Man from Hong Kong, typiquement, en fait partie. C'est un film de Brian Trenchard Smith. Voilà, et il y a toute une partie sur les cascadeurs, justement, sur les films qui se faisaient à l'époque, la Stone Rock par exemple, qui est un mélange de scènes de cascade et des concerts un concert de glam rock, je crois, il me semble. C'est un peu improbable. Donc l'homme de Hong Kong ici. Encore des photos de tous les bikers à l'époque. Là on voit une photo par exemple de Mel Gibson à l'époque. Donc voilà, c'est priceless comme on dit quoi. Arrive du coup la partie tournage. Des photos de tournage vraiment, vraiment dingues. Je sais pas où tu as trouvé ça, Melvin. C'est vraiment beau quoi. Photo encore de tournage avec un cascadeur qui apparemment s'est pété le nez. Là, on peut voir par exemple un véhicule qui sert à faire des prises de vue avec une dolly qui permet de monter, enfin une crane, comme ils appellent ça, une grue qui permet de monter, descendre et faire des plans aériens tout en roulant. Là on a une belle double page avec un plan de travelling avec un rail de dolly justement qui montrait voilà. Encore d'autres plans de tournage. Non, c'est vraiment un super ouvrage quoi. Des plans encore de tournage, joli plan cul. Encore des belles photos de tournage. C'est dingue de voir ça quand même. Je sais pas si tu as trouvé tout ça, Melvin, mais franchement, bravo. Et j'ai hâte de voir ce que tu vas trouver pour. Enfin, que tu as déjà trouvé, mais qu'on verra pour le bouquin sur Mad Max 2. Quoi. Alors, vraiment, elles sont dingues ces photos. Quoi. Je sais que je montre beaucoup de photos, mais d'un côté, vous montrer le texte, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il faut que vous lisiez le livre pour voir tout ce que Melvin a raconté. Donc là, je suis plus pour montrer l'iconographie, mais je vous jure, le fond et la forme, ils sont présents. Là, j'adore ces photos où on voit les chefs opérateurs en mode cascadeur posés sur les motos avec les caméras en train d'essayer de capter le moment. Ah, superbe double page avec l'Interceptor, avec Mel Gibson. Non, vraiment, ça tue. On arrive ensuite à la post-production, donc la partie où on fabrique le film réellement, c'est-à-dire on va prendre tout ce qui a été tourné et en créer le film. Encore des super... putain, mais c'est dingue ces photos. Quoi. Franchement, c'est le plus beau livre du monde. Celle-là, elle est iconographique parce que c'était l'affiche. Donc je pense que c'est le jeu de photos qui ont été faits pour faire l'affiche, mais ça a été une photo iconique du film. Typiquement, ce que j'imagine sur une affiche japonaise, assez dingo, avec toute la typographie typique des promotions là-bas au Japon. Typiquement, là, c'est la devanture du Grand Rex avec Happy Birthday, Super Dare Slasher, Popeye Roxy Rookie, et l'énorme affiche de Mad Max avec le logo Aboriaz, et c'est écrit « Quand la violence s'empare du monde, priez pour qu'il soit là ». Et oui, avec encore de belles photos. C'est génial ça. Encore des super photos quoi. Mais vraiment, regardez ça, c'est mortel. On pourrait rester des heures devant, devant tout ça quoi. Là vous avez un plan d'ensemble des différents acteurs du film. C'est assez rigolo qu'il ait fait ça. Là vous avez les lieux de tournage. D'ailleurs je crois que Melvin est allé dans un paquet de ces lieux, il me semble. Et à chaque fois il y a une photo pour montrer le plan dans le film. Des anecdotes apparemment et des panneaux qu'on peut voir dans le film. Il a vraiment poussé le détail jusque là quoi. Là vous avez toutes les BO, différentes BO qui sont sorties. Là vous avez ce qu'on appelle les photos d'exploitation à l'époque. À l'entrée des cinémas il y avait des photos qui étaient posées, des lobby cards en anglais. Et on pouvait comme ça donner un bon goût du film. Donc là vous avez les différents sets de photos d'exploitation. Ah, la France du coup. Donc la photo dont je parlais tout à l'heure. La partie japonaise, forcément. Ils sont vraiment fans du premier là-bas au Japon. Ça m'a surpris, c'est ce que me disait Melvin, c'est qu'ils sont plus fans du premier pour tout le côté fétichiste, cuir moto, que les suites. Ils aiment bien les suites j'imagine, mais vraiment c'est le premier qui est chez eux et culte. Et voilà, on arrive sur la fin, le dossier de presse. Les différents supports vidéo, putain, vraiment c'est impressionnant. Et voilà, les laserdiscs. Bon, j'espère que vous allez avoir envie de vous procurer ce super ouvrage. Bravo à Melvin. Troisième titre consacré à cette section dédiée aux beaux livres de cinéma avec Kaiju, Envahisseurs et Apocalypse de Fabien Moreau. Un livre somme, pareil encore un beau bébé, un livre somme sur tout un pan de la production cinématographique japonaise dédié aux films de science-fiction, bien sûr,
tout ce qui va être ce qu'on appelle les films de kaiju, les kaiju ega, ega veut dire film en japonais, tous les films de monstres japonais géants, mais aussi tout plein d'autres films de science-fiction japonais. Fabien Moreau est un journaliste qui est vraiment passionnant à écouter sur tout ça. On l'a d'ailleurs fait venir à Lyon pour présenter Shin Godzilla, il est intarissable sur le sujet. Son livre, c'est un travail de plusieurs années, c'est sorti dans une édition française, chez Acquard Édition, une boîte d'ailleurs lyonnaise, que je remercie au passage d'avoir pu permettre de produire ce beau livre. D'ailleurs, il était épuisé jusqu'à peu, et là, ils ont fait une campagne de crowdfunding qui a vraiment bien marché, donc il va être réédité, je crois un peu augmenté d'un point de vue pagination, des choses comme ça qui vont être améliorées. Vraiment un super beau livre sur un sujet pas trop traité, en tout cas en France. Je vous propose d'aller voir tout de suite des belles images et des pages de ce livre. Donc là, le livre de Fabien, donc pareil, c'est vraiment une belle bête, un bon et gros bouquin. Il faut savoir que ça, c'est une surcouverture, c'est uniquement pour la version qui était vendue en précommande sur Kickstarter, je crois, ou je ne sais plus quelle marque, mais donc voilà, vous avez la vraie jaquette telle que vous pouvez la trouver dans le commerce. Donc le sommaire avec forcément les débuts de cette anthologie du cinéma de science-fiction japonais, avec c'est par période, hein, on couvre les années 50, à peu près 49-58 au début, 57-60, voilà, c'est pas des décennies, c'est plus des blocs, je pense, c'est par rapport à des périodes. Typiquement la guerre des studios entre la Toei, Shiku, tout ça. Les passages un peu moins bien, voilà, c'est tout le passage, toute la filmographie de ce qu'on va voir. Donc déjà, on commence par un programme en 95 avec plusieurs kaiju ega qui a été présenté. Il y avait une affiche qui a été faite pour l'occasion. Premier Godzilla, cette affiche mythique, sublime. Donc voilà, tout est raconté par Fabien. L'histoire du film, justement, donc pareil, d'excellente iconographie. Je vais souvent dire iconographie, mais vraiment c'est du grand art. Donc je ne vais pas vous lire le texte, hein. Vous avez, il faut acheter le bouquin pour ça, mais l'idée c'est de vous montrer un peu comment est agencé le livre, comment l'iconographie est placée, la mise en page est géniale. Donc tout un long passage quand même sur Godzilla, hein. On va dire c'est un peu obligatoire. Et après, suite à Godzilla, forcément, ça a ouvert les portes, je ne vais pas dire des enfers, mais ça, ça a donné forcément à plein de studios l'envie d'en faire, et derrière, ça a enchaîné, quoi. Rodan, Monstre ailé. Donc tout le début est sur, forcément, les ersatz de Godzilla, mais le bouquin ne parle pas que de ça, il parle aussi d'autres éléments de science-fiction, d'autres films de science-fiction qui ont pu sortir au Japon à ce moment-là, quoi, dans cette période. Vraiment, Fabien, super travail d'iconographie. Regardez, ça, c'est pas magnifique, franchement. C'est que des belles affiches comme ça, des belles affiches. C'est vraiment magnifique, quoi. Regardez ça, c'est beau, quoi. Non pas, je vais pas vous lire tout, hein. Encore des belles images. Là, ça va parler justement de Matango, un des films de science-fiction les moins connus d'Inoshiro Honda. Donc Inoshiro Honda, c'est le créateur de Godzilla qui en a fait un bon paquet au début. Et il a fait un autre film avec des champignons extraterrestres qui est, je l'ai pas encore vu, mais qui est apparemment immortel. Chez Cousteau en parle souvent, c'est un film qu'il adore. Voilà, encore d'autres films qui ne sont pas des films de monstres géants, mais des films de science-fiction, d'horreur japonais, ici, The Monster. Là, on arrive peut-être mes monstres préférés du bestiaire japonais, Mothra, la mythe géante. Alors dit comme ça fait un peu sourire, mais Mothra, elle est de notre côté, elle est là pour nous défendre. Elle est toujours accompagnée des deux jumelles qui sont là, qui ont une chanson à son nom. Et suivez une chanson, je ne vous la chanterai pas parce que ce sera un massacre, mais voilà, les deux jumelles ici, c'est important. J'avais visité d'ailleurs, j'avais été à l'entrée des studios de la Toho au Japon, et il y avait ce qu'on appelle les backlots, c'est-à-dire les studios où se trouvent les grands bâtiments où ils font les tournages. Et il y avait un énorme dessin de Mothra au fond du studio. Ça m'a fait ma journée quand j'ai vu ça, quoi. Alors là, si je ne me trompe pas, c'est King Ghidorah, avec ses 3 têtes. Une affiche thaïlandaise, justement, avec Godzilla qui se bat contre King Ghidorah et Mothra en embuscade. Donc là, c'est tous les ersatz de films de monstres qui ont été faits par d'autres studios. Typiquement, là, vous avez Frankenstein contre Baragon, donc j'imagine que Baragon, ça doit être lui. Et Frankenstein qui lui met une rouste, super affiche, là. La guerre des monstres. Les films Marbeuf, il sortait plein de films d'exploitation dans les années 70 en France. Là, vous avez, pour ceux qui sont nés au pif cette année, vous avez notre fameux Ultraman. C'est le retour d'Ultraman. Super affiche. Encore Mothra, Godzilla. Je sais plus comment il s'appelle ce crabe, mais c'est Ebirah, voilà. Ebirah. Quelle belle langoustine quand même. Et c'est là que ça devient intéressant. On commence à voir apparaître les monstres. Donc là, on a King Kong et Mecha Kong. Plus tard, il y aura Mecha Godzilla. Et voilà, c'est là que ça commence à partir en vrille. Je pense que c'est la période que je préfère, où ça va un peu plus
dans le nawak. Là, pareil, ils ont fait le fils de Godzilla. Son of Godzilla, il est assez bizarre. Il a une tronche un peu chelou, mais pareil, je l'aime bien. Mais bon, c'est vrai qu'il est. Ça tient vraiment n'importe quoi. Arrive la meilleure, donc Gamera, comme je vous expliquais, c'est la réponse de la Toei à la Toho, avec donc la Toho qui avait son gros lézard, et du coup, la Toei a fait une grosse tortue, et c'est Gamera. Encore un autre style de monstre d'Imagine, qui d'ailleurs est sorti chez le Chat qui fume. Il y a eu la trilogie en Blu-ray récemment. C'est des géants de pierre en fait. C'est d'autres façons de faire des monstres géants autres que les Godzilla comment ça s'appelle, Gamera quoi. C'est génial Imagine, hein, puis l'iconographie est belle. Regardez, c'est magnifique ça. Là vous avez Gappa, encore une autre, un autre monstre d'autres studios qui essaie de suivre le mouvement de Godzilla. Je l'ai d'ailleurs cette affiche en format 40-60. Ça c'est génial, c'est le Yongari, c'est le monstre, enfin la réponse à Godzilla, mais par les Coréens quoi. Donc c'est sympa qu'il en parle là-dedans d'ailleurs, Fabien. Là ça commence à parler un peu de la dégénérescence des films de monstres, avec donc là ici les Invaseurs de l'espace. Encore Gamera, notre fidèle tortue. Encore elle. Là, ça aborde même du coup le début, on va dire, du tokusatsu, donc les séries de science-fiction japonaises. Là, il y a les Kamen Rider. Je vous en parlais sur Shin Godzilla, ça a été rebooté par Hideki Anno, sortira cette année au Japon. Ça, c'est ultra culte au Japon. Kamen Rider. Là, vous avez Edora, le monstre issu de la pollution, déjà la fibre écologique à l'époque. Là, il y a mes monstres préférés, c'est Gigan. Il ressemble à rien. C'est un des rares que j'ai d'ailleurs en figurine en plastique avec Godzilla. Il a avec ces sortes de crochet, puis il a une scie au niveau du ventre et tout. Il ressemble à rien, il a une sorte de lunette un peu à la Cyclope, mais j'adore, il est totalement nawak, mais c'est un de mes préférés, je le trouve magnifique. Là, on part vraiment dans le nawak, là. Donc c'est Daigoro contre Goliath, c'est je pense des trucs pour enfants, mais c'est nawak. On apparaît encore avec différents, je crois que lui c'est Jet Jaguar, il me semble, ce monstre-là, avec toute la bestiaire et le côté psychédélique. Ça y est, on arrive à Mecha Godzilla, donc pour battre Godzilla, il faut un robot Godzilla. Voilà, c'est juste génial. Encore des extraits de Mecha Godzilla, c'est génial ça. Là, ça aborde une autre partie, les films de destruction. Il y a la submersion du Japon, du coup, un film extrêmement connu japonais, qui aborde du coup Fabien. Là, il y a Kikaider, j'adore le lot de Kikaider, divisé en deux, comme ça et tout. Donc là, pareil, c'était les séries pour enfants, fait par la Toei. Il est 3D, c'est génial. Là, tiens, on reconnaît Mazinger Z, donc Goldorak chez nous, quoi. Ça aborde même d'ailleurs la Chine, enfin Hong Kong, avec Super Inframan, qui était un peu la réponse de Hong Kong au film de science-fiction japonais, au film de super-héros japonais. Ça, c'est génial, Super Inframan, si vous avez l'occasion de le voir, c'est un régal, quoi. Là, il y a un passage sur Obayashi, le mythique réalisateur de Haosu, et l'adaptation de Blackjack, le manga de Tezuka. C'est assez large, ça parle à la fois des dessins animés de la Toei, mais aussi le Spider-Man Tokusatsu, aussi bien Albator, Avirus. Avirus, c'est un classique aussi de la science-fiction, c'est encore Kijo Fukasaku. Ça, c'est un des films cultes japonais de science-fiction. Ah, c'est génial, c'est les 3 Superman. C'est un film, je crois que c'est thaïlandais ou taïwanais, je sais plus, et qui prend des extraits de Gamera, mais qui les mélange avec un film qui n'a rien à voir. Et ça donne un film assez nawak, l'affiche d'époque. Non, c'est l'affiche française, c'est d'ailleurs. Gamera et les 3 Superwoman. Voilà, j'avais raison. Et voilà, ça se termine là-dessus. Et à la fin, il y a une encyclopédie avec tous les titres des films et tout. Voilà, on a encore des belles affiches à la fin. Voilà, vous avez tous les films répertoriés. C'est vraiment un super livre. 4e livre de cette sélection de beaux ouvrages, et peut-être le plus gros et le plus volumineux de la collection. Voilà, c'est un gros pavé. C'est un bouquin sur Hayao Miyazaki, donc le créateur et un des plus grands réalisateurs du studio Ghibli, et sur le musée justement de Ghibli. Il faut savoir qu'au Japon, le studio Ghibli, un grand studio d'animation, je pense que j'ai pas besoin de le présenter, vous connaissez tous, Totoro, Chihiro, Laputa, Nausicaa, Mononoke, bref, un grand studio d'animation. Ils ont, dans la province de Mitaka, c'est près de Tokyo, un musée, le musée de Ghibli, et en fait c'est un bouquin qui raconte en fait beaucoup de choses sur ce musée, qui vous montre pas mal d'envers du décor, qui présente des croquis. Enfin, c'est vraiment un beau livre, on va le voir juste après, mais vraiment un excellent ouvrage. C'est un apport japonais, donc il faut le faire venir du Japon. Je ne sais pas s'il est épuisé ou pas.
À l'époque, j'avais peur que ça le soit, donc je l'ai commandé dans les premiers. D'ailleurs, je remercie, tout comme le bouquin sur Shin Godzilla. Shin Godzilla, c'était surtout Fausto Fazulo, mon comparse du PIF et directeur de la rédaction de Mad Movies et d'Atome, qui m'en avait parlé. Mais ça, c'est voilà, Marc Agues, donc alias Katsuka sur Internet, qui a un forum assez dément sur l'animation, qui a un compte Twitter, Instagram, Facebook, pareil sur l'animation, et qui présente souvent des idées d'achat au Japon, d'artbook, pas forcément qu'au Japon d'ailleurs. Et il avait parlé justement de ce beau pavé, et c'est un peu grâce à lui que je me suis endetté pour l'acheter. Donc voilà, on va voir ça tout de suite en insert. Là, je suis obligé de dézoomer tellement le bouquin est énorme. Donc vous avez un suremballage en carton. Le livre est dedans. Il se présente de la sorte. Voilà. Hop. Je vais sortir le carton, je vais faire un cut. Donc voici le bébé. Il faut savoir que c'est plusieurs livres en fait. Il y a 2 livres reliés ensemble par ce surétui. Hop. Hop, on va ranger le surétui. Vous avez d'abord ce livre qui est lui-même avec un autre surétui. Ça, c'est l'emblème du musée. Donc là, vous avez l'emblème du musée. Alors, j'ai changé un peu la... C'est un peu trop brillant, donc j'espère que ce ne sera pas chiant pour les autres visionnages. Donc là, vous avez le musée. Vous avez ce livre-là à l'intérieur. En fait, vous avez beaucoup de dessins préparatifs pour le musée. Je pense qu'ils ont été faits en amont de sa création. J'imagine le dessin d'Hayao Miyazaki, mais ça, j'en suis pas sûr. Voilà, des idées de placement pour les décorations. Dans le musée, il y a à un moment donné une retranscription de l'atelier de Miyazaki. Donc là, je pense qu'ils l'ont préparé à l'avance. Voilà, des beaux dessins. Regardez, c'est pas magnifique, franchement. En fait, il faut savoir que dans le musée Ghibli, il y a un cinéma avec des courts-métrages qui ne sont visibles qu'au musée Ghibli. Et en fait, vous avez un ticket à l'entrée du musée et vous pouvez du coup voir un seul film, enfin qu'une seule séance, et c'est aléatoire. Et moi, j'ai eu la chance, la fois que j'y suis allé, c'était celui sur Totoro, où on découvre en fait il y a un chabus très ancien qui est gigantesque, et tout le monde peut rentrer dedans, et il peut aller dans l'espace et tout. Donc vraiment, j'étais trop content d'avoir vu cette version-là, ce court-métrage-là quand j'y suis allé. Voilà, à l'entrée du musée, vous avez le robot de Laputa qui est construit, donc il y a des essais, vraiment très belle, un très beau livre. Donc ça, c'est la première partie. Et là, vous avez un autre ouvrage sur les différentes expositions temporaires qui a eu lieu de 2001 du coup à 2020 au musée Ghibli. Là, une partie du bouquin du coup est écrite en anglais, c'est le plus intéressant. Vous avez les dessins de pré-production. Vous avez là des machines volantes. Vraiment, c'est sublime, quoi. Des planches de storyboard. Voilà, vraiment, ça n'a pas de prix. Donc là, c'est Laputa. Ils avaient accueilli une exposition temporaire sur le studio Hardman, le studio de voilà, c'est Gromit, Chicken Run. Et donc voilà, il y avait, on peut voir le pingouin de Ron Crothers. Et vraiment tout le dessin. Donc là, une exposition sur Ponyo, par exemple. Donc là, celui-là a beaucoup de texte en anglais, donc c'est déjà plus intéressant pour nous. Contrairement à d'autres bouquins japonais, je vous montrerai. Là, vous avez des plans pour une exposition qu'ils ont fait. Vous avez des images avec costume de Chabus et tout. Et pour les différentes expositions, il y a des affiches qui sont faites et vous les avez ici reproduites. Donc là, il y a Heidi, le Chabus, Ponyo, encore le Chabus. Toute une partie sur Hayao Miyazaki avec les storyboards. Voilà, super ouvrage. 5e et dernier livre de cette sélection, et pareil encore un gros bébé. Phil Tippett, Mad Dream and Monster, un énorme livre sorti aux États-Unis sur le réalisateur, animateur Phil Tippett.
et écrit donc par Gilles Penseau et Alexandre Poncet. Donc Alexandre Poncet et Gilles Penseau sont tous les deux journalistes. Ils ont fait beaucoup de documentaires, en tout cas sur les effets spéciaux au cinéma, des livres aussi. Et ils ont beaucoup suivi le travail de Phil Tippett. Ils ont par exemple été le filmer un paquet de fois à Los Angeles. Ils ont fait des documentaires où il apparaît souvent. Donc un premier sur Ray Harryhausen, un second sur les créateurs d'effets spéciaux, Frankenstein Complex, et un dernier plus récemment sur justement Phil Tippett, qui retraçait toute sa carrière où il se confiait, il racontait plein de choses et tout. Et ça, c'est, on va dire, un peu le compagnon idéal de ce documentaire. Un énorme livre, pareil, c'est de l'import, c'est entièrement en anglais, je le dis d'avance, hein, d'ailleurs, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, mais c'est en anglais, donc il ne faut pas avoir peur de se lancer. Mais voilà, c'est une sorte d'ouvrage comme on en voit très rarement. Dans la même maison d'édition, on pouvait trouver un livre sur Rick Baker, qui est depuis devenu épuisé, donc autant vous dire que voilà, ne tardez pas à vous procurer ce bouquin, on va voir à l'intérieur ce qu'il y a, mais vraiment, c'est du caviar, quoi. Donc voici le livre de Poncet et Penseau. Alors j'ai dit Phil Tippett, Mad Dream and Monster, en fait c'est juste Mad Dream and Monster, il n'y a pas Phil Tippett dans le titre du livre. Donc c'est un livre qui a une sorte de fourreau. Je vais essayer de vous le retirer comme ça, mais voilà, il y a un fourreau. Hop. Et en dessous vous avez le livre sans le titre. Hop. Et ça pareil, c'est un ouvrage assez dément, un très beau livre de cinéma, avec du coup un petit mot de Denis Muren au début. L'introduction de donc, Alexandre Poncet et Gilles Penseau. Et voilà, vous avez les premières années, avec pas mal de croquis. Et c'est dingue de voir ça, quoi. C'est vraiment des choses rares, quoi. Alors, vous avez vraiment un bel ouvrage de cinéma. Bien sûr, beaucoup de textes qui racontent tout ça. En fait, Gilles et Alexandre ont eu accès aux archives intégrales de Phil Tippett, ont pu récupérer beaucoup de choses. Vous avez des passages de l'Empire contre-attaque, par exemple, ici, avec des dessins des différents robots, l'attaque des AT-AT sur la planète. Phil Tippett tout jeune. Bien entendu, vous avez le E2D-109, un de ses choyaux, un de ses chefs-d'œuvre, dans ta Robocop. Vous avez des photos de taille réelle. Et de la maquette du coup qui va être animée avec des dessins. Vous avez vu ça, c'est dingue de voir ça, quoi. Vraiment l'armature qui sert en dessous à pouvoir faire les mouvements du robot. Vous avez ici un autre de ses chefs-d'œuvre qui est le robot de Robocop 2, Kane. Et vous avez plein de photos pour le voir en très gros plan. Forcément, il y a une grosse partie sur Jurassic Park, avec pas mal d'essais, parce qu'à la base, c'était, pour ceux qui ne savent pas, c'était Phil Tippett qui devait faire tous les dinosaures. Finalement, ça a été la synthèse, mais il y a quand même encore une partie de Phil Tippett. Et Phil Tippett a supervisé l'animation, mais voilà, il y a encore des vieux restes de tout ça. On peut voir les Raptors ici, par exemple, avec le système de câblage et tout. Encore un autre chef-d'œuvre de Paul Verhoeven, Starship Troopers. Où là, tout d'un coup, beaucoup d'images de synthèse, mais dirigées par l'équipe de Phil Tippett, avec du coup des marionnettes pour préparer tout ça au début. Les arachnides, par exemple. La feature des arachnides. Non, vraiment, c'est... Voilà, je ne vais pas tout vous montrer parce que le bouquin est énorme, il y a beaucoup de choses à voir, mais voilà, c'est vraiment un régal. J'espère que cette sélection de 5 livres vous a plu. Je mettrai en description de cette vidéo des liens pour pouvoir les acheter, s'ils sont toujours en vente, bien entendu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, barrez-vous d'ici.